aurez remarqué que même si j'ai de temps en temps des petits trucs à redire, j'ai tendance à être quand même très sympa hein, en comparaison des autres réacs. Ça va être la première fois que je vais être plutôt méchant en fait. Hein. Mais vraiment bien méchant sur pas mal de points parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont mal gérées mais de façon assez grossière dans cet épisode de fin de saison 2. Et ouais, ça me pose un peu problème. Ça en fait pas un mauvais épisode, mais ça me pose problème de façon assez importante. En tous les cas, on va se centrer une fois de plus rapidement sur Jon Snow et Daenerys. Daenerys qui est la seule à avoir une conclusion d'arc comme dans la fin de la saison 1. C'est dingue, c'est la seule à avoir des conclusions d'arc en fait dans les fins de série apparemment. Dans la saison 3 ça va être pareil, il y a quelqu'un qui aura une conclusion d'arc et ça se poursuivra de la même façon que d'habitude pour les autres, je ne sais pas. En tous les cas, Daenerys se rend auprès du temple des non-mourants pour récupérer ses dragons. Elle est prise dans une espèce de sort magique qui la téléporte à l'intérieur sans Jorah et l'autre mec qui le suit. Et en étant pris dans ces espèces de couloirs magiques, elle a une espèce de vision où elle revoit son Khal Drogo chéri et le fils qu'ils auraient dû avoir. Ce qui est un moment assez touchant, je le reconnais. Même si le jeu de Jason Momoa, comme je l'avais pointé en début de Seriac, se faire sentir, c'est quelqu'un qui sait difficilement faire transmettre autre chose que l'énervement et le côté un peu bougon, quoi. Donc, je vous cache pas que quand il essaye de montrer qu'il est vraiment attaché à elle et que cet instant devrait durer éternellement, c'est un rêve, tant pis, si quelqu'un veut me réveiller, je le tuerai. Je me dis, ouais, on sent qu'il essaye de faire passer de l'attachement pour elle. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu dans le jeu. Mais bon, cela étant, c'est un détail. En dehors de ça, c'était un moment très joli où elle fait une petite réminiscence sur ce qu'elle aurait pu avoir avec son chéri. C'était vraiment sympa ça. Le souci que j'ai, c'est par la suite. C'est-à-dire qu'après ça, elle se retrouve devant ces trois petits dragons enchaînés. Donc voilà, on remet les dragons en image de synthèse. Depuis la fin de la saison 1, on les a pas vus tous les trois ensemble. Maintenant, on les revoit ensemble, c'est dingue. Et ouais, il y a le chef des non-mourants qui arrive pour lui dire « Ah, maintenant que les dragons sont renés, ça augmente la puissance de la magie, semble-t-il. » Voilà, la renaissance des dragons a amené à ce que la magie soit plus puissante, c'est pour ça que j'ai plus de force. Ça essaye de justifier un petit peu le fait que personne ne se méfiait de lui avant, semble-t-il, avec ses sales tours, mais étant donné que les dragons sont là, sa magie a été amplifiée. Il le dit rapidement, histoire de le dire, mais voilà, c'est là. Et ouais, ça ira pas beaucoup plus loin parce que Daenerys se fait enchaîner par la magie de ce type, et c'est là qu'elle montre sa détermination en faisant en sorte que ces dragons qui sont liés à elle puissent cracher du feu. Et je suis trouvé ça super mal mis en scène. Vraiment quoi, ces dragons se mettent à commencer à cracher du feu, et donc il y en a un qui crache du feu sur le non-mourant, il se dit oh il est surpris, et après il reste comme un glandu sur place, tandis que les trois dragons lui crachent du feu dessus, et il meurt comme une merde. S'il essaye pas de se défendre ou quoi que ce soit, je peux comprendre qu'il soit surpris par la situation, mais merde quoi. Si les dragons visent droit devant eux, t'as le pouvoir de changer de place, là t'arrives à te téléporter, à te mettre à deux endroits à la fois. Comment ça se fait que tu te fasses battre par ça? Ce genre d'attaque directe, n'importe quel pecno pourrait survivre à ça, même moi je pourrais survivre à ça. Je veux dire, oui, il y a eu le premier coup de feu qui a l'air de faire mal, mais le reste, j'aurais pu l'éviter moi-même, quoi. Je veux dire, ouais, il y a les trois dragons qui me regardent avec leur regard, comme ça, mais oui, je me pousse, quoi. J'essaie d'éviter leur flamme. Non, il reste comme un con, il se fait carboniser par ça. Voilà, c'était la fin de ce type. Pas très convaincant, hein, mais voilà, ça, c'est pour montrer que Daenerys a pris de l'assurance, et maintenant, ces dragons sont un peu plus menaçants, puisqu'ils savent cracher du feu. En plus de ça, apparemment, elle n'avait pas perdu toute sa troupe en dépit de ce que laissait penser le reste. Durant les 2 derniers épisodes, elle se promenait avec juste son garde personnel et Jorah parce que les autres sont restés dans leur coin pour faire je sais pas quoi. Rien à foutre d'eux, je sais pas exactement. Mais voilà, ils sont revenus, quoi. C'est les Dothraki qui la suivaient. Et grâce à sa petite armée perso, quoi, sa petite garde perso, elle parvient à faire irruption chez Xora. Et à la voir, quoi. Le roi de Kars qui est à peine gardé, semble-t-il. Ou alors tous ces gardes se sont fait avoir. On le montre pas, ça. Voilà, sa petite troupe parvient à battre la garde. Et elle
parviendra très certainement à sortir de Kars sans combat ou quoi que ce soit, ou en réussissant ce combat. J'en sais rien, peut-être parce que ces dragons crachent du feu maintenant. Des petits bébés dragons cracheurs de feu, ça change tout, semble-t-il. C'est pas montré. J'ai l'air de m'énerver peut-être un petit peu trop pour ça, mais c'est un truc qui est présent dans tout l'épisode, ça. Pas seulement pour Daenerys. J'y viendrai en temps voulu. Mais voilà, maintenant, il y a toute cette troupe qui vient. Elle se rend compte que l'autre suivante qu'elle avait, en fait, l'avait trahi pour coucher avec Zora maintenant. Donc, elle décide de se venger d'elle en plus de Xora en l'enfermant dans son coffre, les enfermant tous les deux dans son coffre, où ils mourront de faim sans rien pour les aider, j'imagine. Voilà. J'ai un problème avec ça, j'y viens dans 30 secondes, et il se part en piquant tous les objets de valeur du coin, de là où vit Xora, afin d'avoir suffisamment de quoi s'acheter une petite flotte afin de retourner sur le royaume des 7 couronnes. Voilà. Alors, j'ai un problème assez important par rapport à ça, du fait que déjà, les méchants, les ennemis du moment pour Daenerys sont défaits avec une facilité, une rapidité assez insultante. Avec les ressources qu'ils ont, les capacités qu'ils ont, ils devraient poser un plus grand problème que ça, et s'ils devraient être moins rapide que ça à gérer, merde. Mais c'est super expédié pour moi. C'est déjà un problème assez important. Mais le problème le plus important par rapport à ça, pour moi, c'est que j'ai l'impression que ça n'a pas fait avancer grand-chose, tout cet arc, en fin de compte. Qu'est-ce que ça aura fait avancer pour Daenerys et sa troupe? Par le fait que ouais, ces dragons ont grandi un peu, maintenant ils savent cracher du feu. Ça, on aurait pu le faire découvrir en ellipse. Vous savez, plutôt que de dire ah les dragons ont besoin de grandir un petit peu pour savoir cracher les flammes, ben, on aurait pu le montrer directement après une petite ellipse qu'ils savent cracher les flammes, sans toute cette histoire-là. Et ouais, la seule et unique chose que ça apporte, c'est que maintenant elle a un petit peu moins de personnes qui la suivent, notamment ces deux suivantes qui seront mortes. Sinon, rien de plus. Vraiment, hein, je sais pas, peut-être qu'il y a quelques soldats, etc. Mais honnêtement, le peu qu'on a montré de cela, je pense pas que ce sera une grande perte super notable. Et que maintenant, elle a de quoi s'acheter une flotte. Ce qui aurait pu être mis en place bien avant. Je rappelle qu'au départ, on lui a offert pas mal de cadeaux en tant que Khaleesi, femme du Khal. Donc, si ça se trouve, en plus des œufs de dragon, on aurait pu dire qu'elle avait suffisamment de richesses en dehors de ses œufs fossilisés pour pouvoir s'acheter une flotte. Et ça revenait au même. C'est pour ça que vraiment tout cet arc autour de Daenerys, on pourrait le sauter et je sens que le développement du personnage n'en partirait pas beaucoup plus. Hein. C'est le gros souci que j'ai. Ce qui fait que ouais, il y a eu une impression de non-accomplissement là-dedans qui est assez gênante au bout du compte. Je pensais que ça pouvait apporter certaines choses, que au moins les adversités qu'elle affronte auraient pu avoir une répercussion importante dans la suite des événements, mais finalement non. Moi quand j'analyse ça, je ne vois aucune grande répercussion, à part qu'elle a un petit peu moins de personnes pour la suivre, et honnêtement oui, je vais pas je vais pas pleurer du fait de ne plus revoir ces deux suivantes qui l'accompagnaient dans la saison 1. Vraiment pas. Donc voilà, cet arc était assez inutile. Voilà, c'était une parenthèse presque. Et c'est un petit peu gênant, un petit peu gênant. Du côté de Jon Snow, alors on voit le plan du chef d'escorte, de son chef qui est mis en place. S'il a fait en sorte qu'il y ait un conflit entre ces deux-là, c'est pour mettre en place une rixe entre eux qui paraissent le plus honnête possible. Honnêtement, j'ai le sentiment qu'au bout d'un moment, Jon Snow lui-même y a cru, et après s'être fait insulter de fils de prostituées et de traîtres. Donc, j'ai le sentiment que lui-même était pris là-dedans, de façon à ce qu'il le tue dans un combat, quoi. Parce que ouais, il ne serait pas utilisé comme otage à ce moment-là, et les sauvageons qui les tenaient enchaînés n'en avaient rien à foutre. Hein. Je dis ok, laissons-les se battre entre eux, hein, pas de problème. Moi, au bout d'un moment, je me suis dit peut-être qu'ils font en sorte de faire croire qu'ils se battent pour les attaquer par surprise, tous les deux ensemble. Non, c'est pas ça. C'est juste on se bat, et au bout d'un moment, il y en a un qui tue l'autre, et il sera bien vu par les sauvageons parce que
je sais pas trop. Alors, ok, ça a une certaine logique par rapport au fait que si Jon Snow a tué ce mec plutôt bien gradé de la garde de nuit, il est très mal barré pour revenir auprès de la garde de nuit après ça. Je peux comprendre, même si je vois pas pourquoi il pourrait pas juste mentir par rapport à ça et dire qu'on l'a forcé à faire, ou même que ce sont les sauvageons qui l'ont tué, mais bon, apparemment c'est un très mauvais menteur, Jon Snow, donc c'est trop jamais. Et donc, ils se disent, ok, maintenant on le délie, hein, on lui coupe ses liens et il nous accompagne sans être particulièrement, enfin en étant moins surveillé, en étant un peu plus libre de ses mouvements. C'était ça le plan du mec, en fait, faire en sorte que qu'il gagne la confiance des autres en se sacrifiant, en se faisant tuer par Jon Snow. C'était ça son plan. C'est un peu extrême, je pense que vous auriez pu trouver un petit peu mieux. En fait, cet épisode, je vous cache pas que ça atteint le point que je craignais de voir autour du fait qu'on tue constamment des personnages d'importance et ça devient un peu trop automatique et vide d'impact pour moi. Et c'est ça le truc, ça devient vide d'impact la plupart des morts importantes qu'on va avoir dans cet épisode, parce qu'on les a enchaînés un peu vite, et puis c'est surtout toujours des mecs plus ou moins sympas qui meurent en fait, une fois de plus. Et là, sur le coup, j'ai peut-être atteint l'espèce de point, l'espèce de petite limite pour moi dans ma tête qui me fait dire, ok, j'en ai beaucoup moins quelque chose à foutre maintenant. C'est devenu une espèce de normalité qui n'a plus autant de poids qu'avant. Je veux dire, la mort d'Eddard Stark, même si je trouve qu'elle était pas la mieux faite en termes d'hommage au personnage, je le dis une fois de plus, il y avait quand même de l'impact par rapport à ce que ça représentait pour ceux qui le perdaient, etc. Et de cet épisode, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, presque, où je me dis, ok, bah maintenant, il va y avoir des tonnes de morts, et ok. Quel poids ça a maintenant, je ne sais pas. D'autant plus que oui, c'est censé être des personnages d'importance, mais c'est des personnages secondaires d'importance, hein. C'est rarement des personnages centraux, vraiment primaires, qu'on met en avant. C'est toujours des personnages un peu de second plan, qui ont été un tout petit peu mis en avant, mais surtout de second plan. Et à force de tuer tous ces personnages de second plan, je trouve que ça devient répétitif et donc ça n'a plus d'impact. Mais ça va amoindrir l'impact quand il va y avoir un personnage important qui crèvera enfin. Parce que oui, je m'attendais à ce que quelqu'un d'important comme Stannis ou Theon crève dans cet épisode. Il n'y aura pas de cas, il n'y aura pas ça. Enfin bref, ouais, ça se termine là. On n'a toujours pas vu Mance, le patron des sauvageons, qui, je le pense toujours, doit très certainement être l'oncle de Jon Snow. On verra ça dans la saison 3. Et ouais, il y aura un petit passage rapide intéressant ce coup-ci, autour de Sam et des deux autres compères qui sont en train de chercher des excréments d'animaux pour faire leur feu. C'est vrai que c'est un très bon carburant ça pour le feu, c'est vrai. Et alors qu'ils font ça, il y a la sonnerie pour l'arrivée des marcheurs blancs. Donc ça les effraie un petit peu, mais Sam qui est laissé derrière parvient à voir donc ces fameux marcheurs blancs, ces zombies qui sont ranimés et leur chef qu'on voit enfin totalement et pas seulement de façon silhouette dans le premier épisode de la série. Et j'avoue qu'il a une certaine classe, hein. Là, visuellement, il en jette, il fout les jetons, ce type, hein. Apparemment, il en a rien à secouer de ça, parce qu'il est pas, c'est pas une menace pour lui, donc il le laisse filer. Il s'en tire bien, Sam. Ce sera un personnage secondaire qui ne mourra pas dans cet épisode, c'est important à noter. Dans cet épisode, tous les personnages sont mis en avant de façon plus ou moins importante, donc je vais avoir beaucoup de choses à résumer. Je vais parler des petits moments à part qui n'influent pas sur grand chose tout de suite, avec, commençons par Brienne et Jaime, qui sont en train de continuer leur chemin pour aller à l'endroit de rendez-vous pour échanger Jaime contre Sansa et Arya. Une fois de plus, je me demande comment ça va se situer, ça. On n'a pas de réponse à ça. À nouveau, aucune conclusion sur rien, à part pour Daenerys. C'est un petit peu frustrant pour une fin de saison. Et
Ouais, quoi, ils finiront par tomber sur trois soldats qui travaillent, luttent pour Robb Stark et qui sont pas aussi honorables que lui, puisqu'ils ont tué des prostituées qui ont travaillé, si on peut dire, pour les Lannister. Donc ils les ont tués de façon assez horrible en les pendant à l'entrée du village. Et c'est là que y a trois soldats qui arrivent, et on voit que ce sont des gros rustres. Et donc c'est bien de montrer que même dans le camp des gentils, entre guillemets, parce que Robb c'est plus les gentils, et les Lannister c'est plus les méchants, nous sommes d'accord, je trouve, j'espère. Dans ce camp-là, il y a quand même des gros rustres qui sont vraiment très discutables. Et ouais, il y a un moment assez fort où Brienne et Jaime essayent de donner le change en faisant croire que c'est juste un prisonnier quelconque qu'elle emmène quelque part, et où elle essaye de pas se faire remarquer, mais étant donné que ce sont des gros connards de rustres, bien entendu qu'ils la raillent parce que c'est une femme chevalier, et il y a un moment donné, il y a un des mecs qui remarquera que c'est Jaime Lannister, et Brienne sera obligée de se défendre pour pas casser leur couverture. En se montrant ultra badass. J'adore Brienne, j'espère qu'elle durera ce personnage. J'ai un peu peur pour elle parce que c'est elle qui va amener Jaime pour faire un échange. Et j'ai peur pour sa vie par rapport à ça. J'ai le sentiment qu'elle va mal le vivre ça. J'ai le sentiment que ça va mal se passer pour elle. En tout cas, c'est très cool de la voir bien se défendre comme ça. Dire oui, je travaille pour Catelyn Stark, pas pour l'armée de Robb Stark. C'est pas pareil. Son allégeance est très différente de j'obéis à un camp. Je dédie ma vie à une personne. C'est très intéressant de le noter. Et on voit la façon dont elle les a peu en estime en voyant ce qu'ils ont fait à ces pauvres prostituées qui n'ont apparemment rien demandé. Elles n'ont pas choisi leur camp, elles se trouvaient juste là. Et oui, les considérer mal. C'est un très bon moment pour Brienne. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié cet instant-là. Un autre instant que j'ai beaucoup apprécié, c'est autour de Arya, qui continue sa fuite avec ses deux compères et qui tombe sur un homme, c'est-à-dire Jaqen, qui ne s'appellera plus comme ça par la suite, puisque apparemment c'est quelqu'un qui sait changer de visage à volonté. C'est un peu bizarre, on lui donne peut-être un petit peu trop de compétences sur le coup, mais il a cette capacité à se fondre dans le décor, à se téléporter presque. On dit qu'il vient des mêmes contrées que Syrio Forel, celui qui a enseigné la lame à Arya dans la saison 1, et il se propose de l'aider à s'entraîner, un peu comme il l'a fait Syrio Forel, pour pouvoir se venger de ses adversaires. Mais pour l'instant, elle dit non, je ne peux pas t'accompagner, il faut que je retrouve mes frères et ma sœur. Donc pour l'instant, il ne pourra pas être son prof. J'aurais bien aimé qu'il soit son prof. Mais voilà, sur le coup il dit, si tu as besoin de moi, je te donne un moyen de me contacter. Et il fait ça en changeant de visage. Il a cette capacité de changer de visage comme ça. Aussi, super fort ce gars, hein. Wouh. Voilà pourquoi il s'appelle un homme en fait, il n'a pas vraiment de nom. Il n'arrête pas de changer d'identité comme ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce qu'on expliquera un petit peu d'où ça vient, ces capacités? Je sais que la magie existe dans ce monde, mais tout d'un coup, là, toutes ces capacités, c'est assez fortiche quand même. D'ailleurs, juste un détail, quand elle a dit Jaqen Voral, son nom, pour sa troisième victime, est-ce qu'en fin de compte, il n'aurait pas pu la prendre au mot en disant ouais, je ne suis pas Jaqen Voral, tu me demandes de tuer quelqu'un qui n'existe pas, je n'ai pas de nom, donc tu peux pas me voir comme ça. Il aurait pas pu le faire comme ça, ce type, pour pas se faire avoir. Non, ok. Mais bon, voilà, c'est des au revoir pour ces deux-là, et j'espère qu'on le reverra. Ça a l'air très bien parti pour qu'on le revoie, ce type, et c'était très intéressant, la dynamique entre ces deux-là. Parlons maintenant d'un autre à côté qui m'a un petit peu énervé dans cet épisode, dans le sens où je trouve que vous expliquez ça, mais super mal. Autour de Stannis, alors je suis sûr que dans l'épisode précédent, dans la réac précédente, il y a des gens qui ont dû réagir. Oh mais non, Stannis il a pas été capturé, t'as pas remarqué? Non, j'ai pas remarqué, je suis désolé quoi. Il était sur les remparts du château, il était emmené par des soldats en armure, je sais pas trop où quoi, on le voyait pas descendre de l'échelle ou quoi que ce soit. Je me disais pas, tiens, il est ramené par les siens dans son pays, ils ont réussi à traverser tout le champ de bataille, à se rendre sur une barque et à repartir direction son pays. Après ça, non, je me suis pas dit ça. C'était pas mis en scène de façon à ce que ce soit compréhensible dans ce sens-là. Vous m'excuserez. Donc, ouais, apparemment, Stannis n'a pas été capturé, il était ramené chez lui. Voilà, ça n'a pas été montré comment, en dépit du fait qu'il était sur un champ de bataille où il était en train de perdre.
Je sais pas comment ils ont réussi à la ramener. Je vais pas me poser de questions, apparemment ils se sont pas donné la peine d'expliquer comment ça s'est fait ça. Il est rentré, c'est tout ce qu'il y a à savoir maintenant, et il est pas content parce qu'il a perdu la bataille, il est en sous-effectif maintenant, blablabla. Mais il a une conversation avec Mélisandre qui lui dit « Oh, les dieux m'ont promis ta victoire, et tu l'auras, seulement c'est pas maintenant. » Donc Stannis va continuer à vivre. Et... ok, vous savez, je me doutais très bien que Mélisandre allait durer un petit moment. Ça sentait vraiment le personnage de femme chieuse qui a des pouvoirs un peu mystiques, qui va durer un petit moment, qui va être une menace assez importante. Mais je m'attendais pas forcément à ce que Stannis survive en même temps qu'elle, vous voyez. Elle aurait pu continuer à faire ses sales coups sans Stannis. C'est pour ça que je me suis dit, ouais, Stannis il va crever dans cet épisode, ça me paraît évident, mais non. Parce que à nouveau, vous n'avez pas montré de façon très efficace ça. La mise en scène de comment les choses se font en termes de combat est très mal foutue. Je veux bien croire qu'il se soit barré, mais à ce moment-là, expliquez-le-moi, montrez-le-moi de façon efficace, satisfaisante dans l'épisode précédent. Pas en montrant rapidement trois mecs qui le saisissent en disant oh, on arrête de se battre, quoi. Sachant que, oui, excusez-moi de ne pas avoir fait la différence, j'avoue que j'ai pas remarqué une différence très forte entre les armures du camp de Stannis et les armures du camp des Lannister. Hein. Vous m'excuserez pour ça, hein, je suis pas physionomiste à ce niveau-là. En tous les cas, ouais, ça m'a assez saoulé ça. Ça m'a assez saoulé la façon dont vous avez complètement sauté ce truc-là pour rien justifier en fait. Le fait que Stannis se retrouve là, pour moi, c'est n'importe quoi. Et j'en sais rien, on voit pas son chevalier oignon. Est-ce qu'il est mort en fin de compte, celui-là ? Je sais pas, je m'attendais à ce qu'il soit pas mort, mais sait-on jamais, on aura une réponse par rapport à ça dans la saison 3. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, du côté de Theon, oui, un truc qui m'a pas mal cavé là aussi. Dans la mise en scène, une fois de plus, mais on va y revenir. Alors, ce que j'ai bien aimé dans la partie autour de Theon, qui se voit assiégé par l'armée de 500 hommes, alors qu'ils sont que 20 à défendre le fort de Winterfell, c'est qu'il a l'air d'en venir à accepter un peu son sort, en se disant, oui, j'ai nulle part où aller, là, j'ai jamais eu beaucoup de chance dans ma vie, puisque j'ai été fait prisonnier, on a beau dire qu'on m'a bien traité, j'ai quand même toujours eu ce stade de prisonnier, de servitude pour les Stark, alors que je n'aurais pas dû, et quand je suis revenu, ma famille ne voulait pas de moi. La vie n'a pas été très sympa avec moi, et les choses que j'ai faites, je peux pas en revenir. Hein. Je suis un peu souillé, je peux pas trop aller plus loin. Même quand le maître lui dit qu'il lui reste une solution, c'est de se rendre à la garde de nuit, fuir et aller à la garde de nuit pour pouvoir se redorer un blason peut-être là-bas, il se dit non, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de finir dans l'honneur et de se dire ok, on se défendra jusqu'au bout. Il nous fait un grand discours assez fort, je reconnais, et c'est jeté à la trappe parce que ces soldats n'en ont rien à foutre. Hein. Tout le monde se dit merde, on va pas rester crevé là, on l'assomme et on se barre en tuant tout le monde. Tout le monde à Winterfell est décimé, hein, donc ouais, vivement que les Greyjoy trompent ces connards-là. Et un truc intéressant, apparemment ils ont tout décimé, tout incendié, sauf l'endroit où se cachait Bran, son frère, Osha, elle s'appelle Osha, c'est bon, je me souviens de son nom, et Hodor. Sauf cet endroit-là. Tout a été décimé, sauf ça. C'est une chance pour eux, dites-moi, hein. Pourquoi ils iraient pas décimer cet endroit-là? Pourquoi cet endroit? Personne ne s'y rend, merde, c'est pas logique une seule putain de seconde. C'est rien ça. Le gros problème, ça vient du fait que maintenant que tout est en ruine et en cendres, il y a donc nos 4 larrons qui sortent et qui se rendent compte du désastre et qui viennent parler au maître qui est mourant. Il s'est pris un coup de lame dans le ventre et il va pas tarder à clamser. Il leur dit vous devez partir parce qu'il pourrait revenir. Donc partez en direction du mur du Nord, Jon Snow vous protégera, il vous aidera à rejoindre les vôtres. Je sais pas, vous savez pas où se trouve la garnison de Robb en fait. Enfin, un truc intéressant hein, qui doit un peu justifier ça, c'est le fait que Theon a fait tuer tous les corbeaux du coin de façon à ce qu'on puisse pas envoyer de message. Ce qui ne l'aide pas puisque il peut pas envoyer de message pour qu'on vienne l'aider aussi. Hein, donc ça lui revient un petit peu dans la gueule ça. Donc ok, je veux bien. Mais comment ça il pourrait revenir?
il y a un truc qui n'est pas du tout montré là-dedans. C'est le fait que, apparemment, bon, ils ont trouvé un passage secret pour se barrer, les 20, parce qu'ils vont pas se battre à 20 contre 500 bêtement, nous sommes d'accord. Mais voilà, ils se sont barrés, les 20 connards qui travaillent pour les Greyjoy, mais à côté de ça, les 500 mecs qui sont venus assiéger le coin, ils font quoi en fait? Ils se sont barrés après avoir vu ça? Ils se sont dit, ok, tout le monde est mort, on rentre au bercail, on fait rien pour prévoir ça. C'est vraiment, je pose une question là. Ils sont passés où ces 500 putains de soldats? Ils sont barrés chez eux, merci, au revoir, c'est ça apparemment, hein. Vous l'expliquez même pas ça. Il y a énormément de trucs qui se passent hors champ, vous l'expliquez pas, et je suis désolé, c'est un gros souci quoi, c'est un énorme manque ça. Pourquoi ce serait plus sûr là maintenant qu'il y a 500 soldats qui se sont rendus là? Et j'en sais rien, ils auraient pu ériger une place un peu plus forte, prévoir une meilleure défense, se dire oui quand même Winterfell c'est censé être le centre du Nord, essayer de repeupler un peu ça, travailler pour reconstruire ça. Non, ils se sont barrés, ils ont rien fait. C'est ça apparemment. Allez vous faire foutre. Ne prenez pas pour un con là. Sérieusement, c'est la première fois que je sors cette série me prend pour un con avec ça en m'expliquant pas ce genre de détails. Mais ouais, le mec leur dit, barrez-vous au nord, c'est là que vous trouverez Jon Snow. Sachant que je suis sûr que ça va être une super décision, vu que les marcheurs blancs sont dans le coin et que Jon Snow n'est pas présent. Mais à nouveau, il n'est pas censé le savoir, je veux bien le croire. Et voilà, et ça se termine sur le maître qui demande rapidement à Osha d'abréger ses souffrances. Et ouais, ça vient confirmer le fait que vous avez très mal géré ça pour moi. Honnêtement, très mal géré cette insurrection de Théon, pour en fin de compte même pas oser lui donner une fin juste. Si vraiment vous aviez fait ce qui semblait être prévu, c'est-à-dire le fait qu'ils se battent jusqu'à la fin. Alors je sais que ça aurait pas collé avec le fait qu'on a affaire à un groupe de trouducs qui pensent à leur vie avant de penser à leur honneur. J'imagine que ça colle à la mentalité du coin, et comme quoi, oui, les personnes qui s'en tirent le plus, c'est les salauds. J'ai compris apparemment, hein. C'est un message que veut envoyer la série, c'est les pires qui survivent. Voilà, les pires survivent, hein, c'est les meilleurs qui crèvent apparemment, hein, c'est toujours ça. C'est toujours sympa à voir. J'espère vraiment que la tendance va s'inverser à un moment donné, hein, parce que, à nouveau, ça commence un petit peu à... ouais, il a même pas de fin honorable, hein, tant soit peu, qui semblait partir là-dessus en plus, ça semblait partir là-dessus. Non, on lui accorde même pas ça, il est ramené... chez les Greyjoy, j'imagine, il sera traité comme une merde, semble-t-il, après ça. Et j'en sais rien, peut-être que ça pourra lui permettre d'avoir davantage de développement après ça. Mais ouais, c'est les deux trucs qui ont été amorcés avec Stannis et Théon, qui étaient un peu discutables. Du coup, du point de vue de Théon, je le trouve vraiment, parce que la mise en scène de certains trucs était très discutable, et ça c'est le pompon, je trouve, cet épisode. Et le fait qu'on n'ose même pas donner une fin un peu satisfaisante à ces personnages-là, pour dire en fin de compte c'est bon, ils vont vivre pour continuer leur truc. Je trouve ça frustrant. Surtout qu'à côté de ça, on a des tonnes de personnages plutôt sympas qui auraient pu apporter d'autres choses, qui meurent les uns à la suite des autres dans cet épisode. Et c'est un peu ennuyeux, vraiment. En tous les cas, il nous reste à voir deux parties. D'une part, autour de Rob, qui est très rapide à résumer, puisque ouais, il y a juste sa mère qui lui dit ah, tu veux t'unir à cette femme alors que tu t'es promis à une autre, ça va poser problème. Il se dit merde, tant pis. Il épouse sa chérie Talissa en petit comité. Voilà. C'est un peu ce que je craignais, ce genre de complications un peu faciles, comme quoi il était promis à une autre, mais il en épouse une autre, oh, qu'est-ce que ça va amener comme problème? C'est, ouais, je craignais un petit peu qu'il y ait ce genre de conflit, pas super intéressant pour moi, je vous cache pas, autour de Rob, par rapport à ça, parce que je trouve que son couple avec Talissa est plutôt mignon, vraiment, c'est pas non plus un des plus grands couples qui soit, mais leur couple est plutôt sympathique, mais... Il y a ce côté, oh, on fait ça pas selon les règles, et je trouve que ça renforce rien en fait. Ça renforce rien à part que ça va amener du conflit un petit peu grossier. Enfin bref, pour terminer le dernier gros morceau à Port-Réal, où on se centre un petit peu déjà sur Tyrion, qui est destitué de ses fonctions de main du roi maintenant que Tywin est là. Alors ça c'est un truc... Alors j'espère que ce sera bien suivi dans la saison 3 parce que là, je trouve ça un peu ennuyeux.
Le fait est que tout le monde le considère un petit peu comme une merde. Voilà, il est réveillé par Picel, donc le maître qui l'avait fait enfermer. J'essaye de me rappeler de son nom, puisque apparemment il va être important en fin de compte. Il va rester important, ce vieux schnock. Donc, il est réveillé par Picel qui lui fait rien. Je mets ça en avant. Ce Picel ne lui fait absolument rien, quoi. Il le réveille juste en disant, ah voilà ce qui se passe. C'est un peu pour Jacques Cassé, pour se dire maintenant vous êtes destitué, hein, c'est moi qui et moi je suis repris parce que maintenant qu'on a une nouvelle main du roi, je suis sûr qu'il va être repris comme conseiller, hein, ça me surprendrait pas. Et ouais, on lui apprend donc que maintenant il est plus main du roi, il est sous-traité, hein, il a plus qu'une petite piole alors qu'avant il était beaucoup mieux loti que ça. Et il apprend même que sa sœur avait voulu faire en sorte qu'il soit tué durant la bataille par un des soldats. C'est Varys qui lui dit ça, donc je pense pas qu'il lui mente, mais oui, apparemment, sa sœur avait engagé, payé un des soldats de l'armée pour qu'il le tue rapidement durant le combat, au cas où il y ait moyen qu'on s'en sorte ou un truc comme ça. Je sais pas, elle était peut-être plus inquiète par rapport à sa sécurité, celle de son fils, etc. J'en sais rien, je trouve ça un peu gros quand même. Je sais qu'elle le déteste, etc. Mais il me semblait que son truc à elle, c'était de vouloir se venger de son frère par des moyens un peu détournés, pas directement. Ah, tuons-le directement. Elle voulait se venger de lui en faisant du mal à celle qu'il aime, celle qu'elle pensait avoir capturée, qu'elle aura d'ailleurs libérée. Il y aura une scène entre la prostituée principale de Game of Thrones, c'est Varys, qui essaiera de l'engager pour autre chose que ses talents de pute, apparemment. Ça aura peut-être un lien. Faudra que je retienne le nom de cette fille à un moment donné, je pense, parce qu'elle est toujours, elle arrête pas d'être mise en avant celle-là. Et ouais, il me semblait que c'était ça son truc. Pourquoi elle voudrait le faire tuer directement? C'est quoi ce truc? Je vois pas la logique derrière ça. C'est quoi ce principe qui est un petit peu en contradiction avec ce qu'elle voulait faire avant, c'est-à-dire le faire souffrir indirectement en s'en prenant à ses proches, comme il l'a fait souffrir en s'en prenant un peu à ses proches. Ce qui était, sans vouloir être vexant, un peu moyen, parce que elle n'a pas l'air de comprendre les jeux de pouvoir. Et dans un sens, c'est plutôt une bonne chose que Tyrion ait marié sa fille à quelqu'un, parce que ça a permis à sa fille, justement, de se barrer de ce coin avant l'invasion de Stannis, qui risquait de tuer tout le monde. Hein. Donc, grâce à ça, ça a permis à la fille de Cersei de survivre. Mais apparemment, elle est trop conne pour comprendre ça. Elle est juste je veux me venger de mon frère, cet enfoiré, blablabla. J'en sais rien. Pour moi, ça devient un peu trop grossier aussi, ce conflit. Si ça en vient juste à ça, quoi, je veux te tuer, te faire tuer directement. C'est... Alors peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être que Varys a menti, ou peut-être qu'il a mal interprété certains trucs et c'est pas une action de Cersei pour ça, j'en sais rien. Mais vraiment, je trouve ça grossier aussi. Je m'attendais pas à me plaindre autant à l'épisode de Game of Thrones, assez tôt comme ça, mais punaise, il y a énormément de choses qui me gênent, énormément. Hein. C'est un problème. Oui, et après ça, il y a Shae qui sera auprès de lui, qui à nouveau n'a pas été repéré une fois de plus, parce que merde, et qui lui dit, ouais, barrons-nous, pars avec moi dans mon pays où on pourra vivre peinard. Il se dit, non, je veux jouer à ce jeu du trône, etc., où tout le monde est sur ses gardes, etc., parce que j'apprécie ça et j'ai le sentiment que je peux apporter quelque chose pour ça. Et Shae lui dit, ok, très bien. Bon, je vais pas m'apesantir davantage sur Shae, j'en ai dit suffisamment. Je trouve pas que ce passage la rend particulièrement plus indispensable. Mais voilà, on sent quand même que l'intérêt principal et limite unique de Shae, c'est de permettre à Tyrion de dire un peu plus directement ce qu'il a sur le cœur, de façon à ce que ça passe auprès du spectateur. Alors donc que Tywin prend son rôle de main du roi qu'il aurait dû avoir dès la fin de la saison 1, alors que normalement il n'est pas censé s'inquiéter de l'insurrection de Robb et de ses troupes. Apparemment non. J'imagine que maintenant que les Tyrell ont fait une alliance avec les Lannister, c'est-à-dire
Laura, c'est sa sœur qui s'appelle, excusez-moi, maintenant j'ai son nom, Marjorie. Laura, c'est Marjorie qui ont fait une alliance avec les Lannister maintenant. Maintenant qu'ils sont là, j'imagine que c'est eux qui vont charger un petit peu de régler ça, j'en sais rien. Donc il va rester Tywin, j'imagine. Enfin bref, maintenant qu'il est main du roi, le roi l'honore un petit peu, et étant donné que les Tyrell les ont aidés, et que c'est grâce à eux qu'ils ont pu garder le fort en grande partie, et ben il leur promet quelque chose en tant que roi. Et ce qu'ils veulent, les Tyrell, c'est que Marjorie soit fiancée au roi, de façon à ce qu'elle devienne reine, parce que ce qu'elle voulait, Marjorie, c'était dit avant dans d'autres épisodes, c'était atteindre le pouvoir et devenir reine. Étant donné qu'elle est pure, puisque Renly n'a pas pu la toucher, eh ben tant mieux, c'est une bonne chose. Le roi qui dit quand même, mais j'ai quand même été promis à Sansa, un roi ne brise pas ses vœux comme ça, et puis il y a Pycelle qui dit, mais attendez, j'ai consulté les dieux, et apparemment les dieux sont d'accord, hein, si la fille est une fille de traître, et que son frère se rebelle contre le roi, il y a moyen d'annuler les fiançailles, hein, c'est possible, hein, les dieux seront pas contre. Hein. J'arrive pas à croire qu'il aurait fallu toute une saison pour comprendre ça, mais apparemment il a fallu toute une saison pour comprendre ça. Et donc il dit, ok, très bien, je ne suis plus fiancé à Sansa. Maintenant, je me fiance à Marjorie. Ok, voilà. Ça aurait été rapide, hein. Alors, il y a Sansa qui observe ça, qui a l'air d'être contente pendant une seconde parce qu'elle se dit qu'elle a plus d'obligations envers lui. Je comprends pas. Un problème avec elle. C'est vraiment un problème avec elle, c'est que on sent qu'elle comprend vraiment pas comment les choses marchent à un stade où c'en est un peu trop con pour elle. Je veux bien croire que ce soit une petite fille naïve qui n'y connaît pas grand chose, mais il y a un moment donné, après avoir subi un petit peu ce que tu as subi, tu devrais faire un petit peu gaffe à comment les choses marchent. Mais non, elle fait pas gaffe. Même quand Baelish vient la voir pour lui dire que vous pensez qu'il va plus se charger de vous, mais il vous considérera encore comme sa chose, et maintenant vous n'êtes plus sa femme à venir, il aura encore moins de respect pour vous. Ce sera encore pire pour vous maintenant, à partir de maintenant. Et il lui propose, parce que une fois de plus, on sent qu'il a un lien avec la mère Kathleen, pour elle, de l'emmener ailleurs, de permettre qu'elle sorte de là. J'imagine que c'est par rapport à l'échange aussi, et elle répond un truc, mais très con, Sansa, en disant « Ma place est à Port-Réal. C'est ici que je dois vivre, parce que... » Alors, j'ai vu quelques commentaires qui défendaient Sansa comme quoi, oui, elle doit subir tout ce qu'elle a, tout ce qui lui arrive, alors que la chance ne va pas dans son côté, et elle doit essayer quand même de rester forte malgré tout. Alors, c'est une bonne force de caractère, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Cendrillon, par exemple. Mais il y a une grosse différence entre Sansa et Cendrillon, c'est que dans le film, Cendrillon ne se voit pas proposer de l'aide. On ne lui offre pas d'opportunité directe de sortir de cette situation dans laquelle ses sales sœurs et sa sale belle-mère lui la forcent à faire tous ces sales trucs. Donc elle est un peu obligée de vivre dans cette situation qu'elle a quasiment connue durant toute sa vie. Donc il y a quelque chose de très fort chez elle par rapport à ça. Sansa, on lui propose à plusieurs moments de sortir de cette situation, de faire en sorte de plus être dans cette situation qui l'emmerde, qui l'attriste profondément, et elle dit « Ma place est à Port-Réal !» Conne. Elle est conne. Il y a une différence entre être une victime qui doit endurer les sales trucs qui lui surviennent qu'être, je sais pas moi, une idiote qui n'essaye même pas d'attraper les perches qu'on lui tend. Parce que sérieusement, Baelish lui a tendu une perche, le limier lui a tendu une perche, oui on le voit plus lui, j'imagine qu'il s'est barré entre temps, ou alors je sais pas, il est apparu en arrière-plan, j'ai pas fait gaffe, je m'excuse à ce moment-là. C'est cette décision, ce moment-là, qui fait que Sansa a pas mal baissé dans mon estime, hein. Bon, peut-être qu'elle se rattrapera par la suite, tout ce que j'espère, mais sur le coup, vraiment, elle est conne. Elle est vraiment conne. 2 reprises, 2 épisodes d'affilée, on lui tend un moyen, on lui propose un moyen de se tirer de là, de cette situation qui lui déplaît fortement, et elle se dit merde, je dois rester là parce que c'est ma place, parce que je suis stupide. Une stupide entêtée qui préfère ça à... J'imagine l'inconnu, elle a peur de l'inconnu.
Si vous le dites. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec Sansa tout de suite. Hein. À nouveau, hein, c'est un cas où les personnages évoluent au fur et à mesure. C'est comme dans Once Upon a Time, je vous cache pas que dans les premières saisons, il y avait certains personnages que j'ai mis du temps à apprécier. Mais quand même, c'est venu. Peut-être que ça viendra pour ça de ça. Mais sur le coup, en cette fin de deuxième saison, j'ai très peu d'estime pour elle. Hein. Très peu d'estime pour elle. Bref, j'ai fait le tour et bon, j'ai un petit peu apprécié, qu'on soit d'accord, hein, il y a des trucs, des moments de personnages que j'ai grandement appréciés comme Brienne, Arya et quelques idées intéressantes, Varys qui veut recruter la prostituée, qui essaye d'avoir d'autres atouts dans sa manche en essayant de contrer un petit peu le fait que Baelish ait gagné en puissance et en confiance du roi après son coup d'éclat avec l'accord entre les Lannister et les Tyrell. Il essaye un petit peu de rebondir là-dessus en se faisant, en recrutant quelqu'un qui travaille pour lui. C'est intéressant ça. Pas mal de moments de personnages que je trouve intéressants, des personnages qui sont toujours fidèles à eux-mêmes. Baelish et Varys par exemple. Jaime qui était très, très cool. Et on sent vraiment que la dynamique entre Jaime et Brienne est très intéressante, vraiment. Il y a des tonnes de moments que j'ai appréciés, mais des choses qui sont super mal gérées. Des personnages que je trouve très amoindris en fait, et des choses qui sont mal mises en scène. Hein. Vraiment mal mises en scène. La façon dont certaines choses arrivent à se goupiller, dont certaines choses progressent, je trouve que c'est pas super bien fait. Hein. Je pense que vous auriez pu raconter à peu près la même chose, mais avec une meilleure mise en scène, en montrant bien les choses, comment elles sont censées passer de ça à ça, et j'aurais pu davantage apprécier ça, mais cet épisode a ce gros problème de ne pas savoir bien expliquer comment les choses s'enchaînent. Comment Winterfell se retrouve en ruine avec plus personne dedans? Je veux bien croire que tout le monde a été décimé par les 20 hommes de Théon, mais les 500 soldats, ils sont passés où? Dans mon cul? Vraiment, je pose la question. C'est pas un truc qui demande à être répondu l'épisode d'après, ça demande à être répondu tout de suite. Et énormément de trucs comme ça qui me gênent grandement et qui font que cet épisode est si correct sans plus. Vraiment correct sans plus. Le moins bien réussi, clairement pour moi. Et ça me surprend. Ça me surprend beaucoup. Dans tous les cas, c'était peut-être une perte de régime, mais après ça reviendra en force, on verra, j'espère, c'est tout ce que j'espère. En tous les cas, à bientôt pour la saison 3, merci d'avoir suivi, et j'attends vos commentaires haineux dans pas très longtemps, hein. Allez-y, jetez-vous, dites en quoi cet épisode est génial et pourquoi je ne le comprends pas. À bientôt pour la saison 3, bye.